2017, ça y est, on y est, à l'orée de ce nouvel an. Nos meilleurs vœux de santé, paix, prospérité. Merci encore une fois de nous renouveler votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Pour ce premier numéro de l'année 2017, nous recevons sur ce plateau d'opinion l'honorable député Mamadou Lamine Diallo. Il est le président du parti Tekki et coordonnateur de la coalition Manko Wattu Sénégal. Bienvenue à vous, monsieur Diallo. Et puis, bonne et heureuse année 2017 pour commencer. Merci beaucoup, Ndeye Fatou. Bonne et heureuse année. Mes meilleurs vœux pour tous vos téléspectateurs ainsi que tous mes compatriotes sénégalais et les citoyens qui vivent au Sénégal. Merci. C'est la première émission de l'année 2017. Hein? Oui. Je pense que vous allez nous porter bonheur cette année. On l'espère. Et on prie pour ça surtout. Merci beaucoup, merci. Alors, Mamadou Lamine Diallo, vous êtes connu de tous, mais aussi on peut retenir que vous êtes ingénieur des mines, économiste, député à l'Assemblée nationale, président du mouvement Tekki et coordonnateur de la coalition Manko Wattu Sénégal. Vous a-t-on bien présenté? Oui, je pense c'est bien comme ça. Et on démarre l'émission. Comme connu de tous, les députés de la diaspora aboutissent au chiffre de 15 pour apprécier. Admettez-vous que la mouvance présidentielle vient encore une fois vous donner un sale coup? Oui, parce que en réalité, comme vous le savez, Manko Wattu Sénégal avait saisi le président de la République il y a quelques mois sur la question du processus électoral. Où on avait expliqué un certain nombre d'inquiétudes que nous avions et le président nous a reçus. Et j'ai assisté à cette audience-là. En tout cas, ce que nous avions retenu, le chiffre autour duquel on était d'accord, c'est une dizaine de députés de la nation provenant de la diaspora. Et voilà que brusquement, ça ce sont les méthodes de Macky Sall, il nous surprend en emmenant à 15. Ensuite, il découpe la diaspora, les Sénégalais de l'extérieur, en 8 départements. Il est même allé jusqu'à dire que dans un pays, dans un département, si ce pays-là a 40 ou 45 000 électeurs, il peut avoir droit à 2 députés. Donc manifestement, c'est des manipulations politiciennes. Ou en réalité, il a en tête, déjà lui, des personnes qui voudraient que ces personnes soient des députés, et il ajuste la loi en fonction de ça. C'est ce qu'il avait fait déjà avec la loi sur le règlement intérieur. C'est comme ça qu'il travaille. Et utiliser la loi pour résoudre des problèmes politiciens, c'est proprement scandaleux. Et ça veut dire que c'est un aveu d'échec de votre part en tant que membre de l'opposition? Non, ce n'est pas un aveu d'échec, puisque de toute façon, cette Assemblée nationale, qui est l'annexe du palais, c'est eux-mêmes qui disent ça, est là pour enregistrer et voter systématiquement ce que lui propose son chef, Macky Sall. Le rôle de l'opposition est d'expliquer cela aux populations sénégalaises, leur montrer la vraie nature du régime, qui est un régime antidémocratique et qui s'achemine vers une dictature familiale, une dictature personnelle de Macky Sall. Mais vous parlez tantôt de personnes qu'aurait comme dessein le président Macky Sall de mettre au niveau de l'Assemblée nationale. Ils seront peut-être, ou bien elles seront au nombre de 15 personnes. Est-ce à dire que vous, au niveau de l'opposition, vous n'allez pas gagner un poste dans ces 15 députés de la diaspora? Non, nous allons nous battre, évidemment, parce que la diaspora n'appartient à personne. Mais il est clair que ce type de manipulation, où des départements sont découpés, d'abord les départements, vous savez, il y a un vrai problème, on le lui a signalé, c'est une rupture d'égalité. Parce que les députés sont les mêmes, nous sommes tous des députés de la nation. Le fait même d'écrire des députés dédiés à la diaspora dans la Constitution, il faut être Ismaïla Madior Fall et Macky Sall pour écrire ça dans une Constitution. Nous sommes tous des députés de la nation. Maintenant, il y en a qui proviennent de la diaspora et il y en a qui proviennent de Sédhiou, de Podor, de Matam, de Dakar ou de Kanel. C'est normal. Maintenant, nous sommes d'accord qu'effectivement, les Sénégalais de l'extérieur doivent être représentés à l'Assemblée nationale. Déjà, c'est déjà le cas. Il y a 3 ou 4 députés qui y sont et c'est depuis longtemps. Le systématiser sous une forme de département, pourquoi pas? Mais encore faut dire-il qu'on sache de quoi il s'agit. Ici,
au Sénégal, les départements, c'est en fonction de la population. Là-bas, les départements, c'est en fonction de ce que Macky Sall veut décider. Voilà, il dit là-bas, c'est en fonction des inscrits ou des électeurs, et il les découpe comme il veut, et je crois que ça, c'est, à mon avis, anticonstitutionnel, et encore une fois, cela montre la vraie nature du président Macky Sall. Oui. Et nous, de l'opposition, nous l'avons combattu en commission des lois, nous l'avons combattu en séance plénière, nous avons voté contre ce projet de code électoral, oui, qui d'ailleurs sous certains aspects a accepté un certain nombre de propositions de l'opposition, mais dans le fond nous ne pouvions pas le voter parce que Macky Sall nous a poignardé dans le lot, quoi. 15 députés dans la diaspora, à quelle fin, puisqu'on a des représentations diplomatiques, mais aussi un ministère en charge des affaires étrangères? Oui. En plus, je pense que la diaspora, c'est clair que il y en a d'ailleurs qui disent que ce que veut la diaspora, c'est d'avoir un conseil sénégalais de l'extérieur. Nous avons, nous, des amis, des partenaires, des membres même de TECI qui nous disent avoir un conseil des Sénégalais, comme cela existe par exemple pour le Mali, qui puisse recenser les problèmes de la diaspora et essayer de les défendre et de les résoudre, soit dans les pays d'émigration ou ici, ça c'est une nécessité. Quand on a travaillé au sein des assises nationales, les recommandations étaient allées dans ce sens-là. C'est dans la charte de gouvernance démocratique d'ailleurs des assises que Macky Sall a signé, ainsi que Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng. Mais aujourd'hui, ils ont oublié tout cela. Oui. Et donc, bon, maintenant, qu'on veut... Ils sont déjà à l'Assemblée nationale. Il y a 3 ou 4, je pense, qui sont de l'APR, qui sont à l'Assemblée nationale et qui jouent leur rôle. Maintenant, qu'on veuille effectivement dire en France ou en Europe, vous votez pour les législatives pour 2 ou 3 députés, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, à mon avis, notre position, nous, c'était de dire, puisque l'Assemblée nationale ne sert à rien, vous dites que... Ah oui? Ah, c'est eux qui le disent, c'est l'annexe du palais. Pourquoi? Pourtant, vous y êtes. En tant que député, vous pensez que... Oui, c'est le point de vue du gouvernement. Moi, je pense que l'Assemblée nationale devrait être le lieu d'impulsion de la vie politique. Mais la façon dont c'est organisé, il n'y a même pas de questions d'actualité, tout ça c'est cadré, il y a des questions orales, on les a liquidées, vous n'avez droit qu'à des questions écrites, le gouvernement répond comme il veut, quand il veut, de manière sibylline, etc. Donc l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle, parce qu'en réalité, ici nous sommes en face d'un pouvoir présidentialiste, qui, sous certains aspects d'ailleurs... Toujours, depuis l'indépendance. Oui, enfin, depuis 1962 au moins. Depuis qu'il y a eu la crise de 62, eh bien, le président Senghor a repris les affaires. Oui. À l'époque, nous étions 5 millions, mais ça continue jusqu'à présent. Et ça, c'est un blocage au développement économique et social du Sénégal. C'est un blocage. Et les Sénégalais... Mais parce que, en fait, tout le pouvoir est concentré chez le président de la République. D'abord, qui nous coûte excessivement cher, 40 millions par jour. Et le président de la République, ce n'est pas le bon Dieu sur terre. Il ne sait pas tout. Eh bien, et donc, en réalité, dans un système ouvert, où les gens ont des initiatives, le Parlement est extrêmement important. Parce que c'est un lieu de débat des politiques publiques, où les différentes couches de la population, les différentes couches des acteurs économiques qui sont dans la production, peuvent s'exprimer et défendre leurs intérêts, oui, défendre leur vision du futur. Et c'est à travers ces débats-là qu'il est possible de définir des orientations. C'est ça l'intérêt de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi dans tous les pays organisés et qui se prennent au sérieux, l'Assemblée nationale a un poids extrêmement important. Mais ici, eh bien non, on dit que c'est le président de la République. Oui. C'est l'alpha et l'oméga, c'est la clé de voûte. Mais le président, ce n'est pas le bon Dieu. Ce n'est pas un wali. N'est-ce pas? Oui. Et donc, on voit toujours ses limites, c'est évident. Oui. Surtout quand il n'est pas très cultivé. Et donc, ça se voit immédiatement. Et je crois qu'il faut qu'on sorte de ce présidentialisme-là. C'est ça qui tue l'Afrique. Il nous faut avoir un système équilibré. Oui, en attendant 2019, pour en revenir à ces 15 députés de la diaspora, peut-être qu'on est dans cette logique de faire de cette diaspora la 15e région du Sénégal, comme l'avait promis le candidat Macky Sall. Moi, je ne sais pas ce qu'il entend là-dedans. Est-ce qu'il va y avoir un gouverneur? Comment il va gouverner Paris ou Rome? Enfin, tout ça là, c'est de la fiction, n'est-ce pas? Je crois que tout cela, ce n'est pas sérieux.
on utilise des formules comme ça, à la va-vite. Oui. Moi, je pense que ce que veut la diaspora, nous le savons, nous l'avions consigné dans les assises nationales. Oui. Nous avons discuté, nous y allons, nous connaissons leurs problèmes. Eh bien, ils sont là. Nous sommes en échange Oui. avec la diaspora, parce que chacun de nous a quelqu'un dans la diaspora. Elle nous fait vivre quand même. Elle défend la monnaie sénégalaise. Elle nous envoie 1000 milliards de devises par an. Et 900 disent certains, mais en tout cas, toujours est-il entre 900 et 1000 milliards. Et donc, voilà. Et nous la considérons. Mais de là à vouloir manipuler les gens, à sortir comme ça, là, à la dernière minute, 15 députés en découpant les départements, nous ne l'acceptons pas, nous l'avons combattu et nous continuerons ce combat. Et ce recours au niveau du Conseil constitutionnel, est-ce qu'il pourra avoir gain de cause? Bon, je pense d'abord qu'il faut que ce recours puisse être fait dans les délais. Naturellement, dans cette affaire-là, ce sont les députés qui sont certainement du PDS ou de Réumi, parce que c'est les plus nombreux. C'est eux, sur eux, que pèse la charge de rédiger ce recours-là. À mon avis, s'ils veulent le faire, moi je les soutiendrai. Il faut tester le Conseil constitutionnel jusqu'au bout. Il faut tester la Cour suprême, même si Macky Sall vient de les mettre au pas avec cette histoire d'âge à la retraite. Le rôle du politique, c'est de tester les institutions. Et il faut le faire, je crois. Au final, qu'est-ce qu'a servi cette rencontre du 1er décembre avec le président Macky Sall? Bon, en tout cas, c'était au sujet du processus électoral. Notamment la question des cartes d'identité biométriques. Oui. Cette affaire-là, c'était au montage de Macky Sall et du ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Ça coûte 50 milliards ou 55 milliards de nos francs. Oui. La carte d'identité biométrique, c'est une recommandation de la CEDEAO. Le coupler ça à la carte d'électeur, ça c'est une invention de Macky Sall. Et le but visé, c'est de bouleverser le fichier. Oui. Parce que, au sortir du référendum, quand ils ont fait leurs calculs, ils se sont rendus compte qu'ils étaient minoritaires dans ce pays-là. Et ils ont pris la décision de dire, il y a un stock mort qu'ils ont inventé, ils disent que c'est 1 500 000 Sénégalais. Ah, le oui a gagné. Oui, le oui a gagné, c'est un fait. À leur faveur. Le oui a gagné, mais comme ils voulaient, en fait, ils ne voulaient pas d'un référendum. Parce que s'ils voulaient d'un référendum sur une constitution, ils auraient eu une attitude de débat, de discussion sur le contenu de la constitution. Parce qu'en réalité, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, Ndeye Fatou, un référendum sur la constitution, c'est 95-96%. Parce qu'on doit être d'accord sur la charte fondamentale qui organise la République dans laquelle nous sommes tous. Il faut qu'il y ait un accord. Mais lorsque vous vous retrouvez maintenant avec une situation où Touba n'est pas d'accord, vous avez un problème quand même dans ce pays-là. Mais en fait, Macky Sall, comme il avait fait son Wahwahet du 16 février, qui est, à mon avis, un scandale, je dis souvent d'ailleurs que Yaya Jammeh, eh bien, s'est inspiré de ça pour faire son propre Wahwahet. Et à l'époque, moi j'étais très dur et j'ai dit au président Macky Sall que ce qu'il avait été inacceptable à plusieurs titres. Parce qu'il avait pris des engagements pour le Sénégal en notre nom, au nom de notre dignité et de notre crédibilité africaine et internationale, puisqu'il est allé partout pour défendre ça. Oui. Et donc, à la dernière minute, il se réveille, il dit « moi je ne le fais pas ». Alors pour cacher ça, il accélère le processus d'un référendum sur une constitution qu'il a bricolé avec ses apprentis juristes. Et donc, voilà. Oui. En se disant, je vais tester pour voir, moi, dans une présidentielle, est-ce que je vais m'en sortir? Eh bien, de ce point de vue-là, encore une fois, il a pris une raclée politique. Oui. Il s'est rendu compte que s'il allait à la présidentielle, il va aller au deuxième tour et on va le battre. Et à ce moment-là, ils ont décidé de bouleverser le fichier. Et c'est pourquoi ils ont mis en place ce projet. Alors, notre rencontre était utile parce que ça nous a permis de discuter de ce fichier-là. Notre position de Manko Wattu Sénégal, qui s'est en réalité créée comme plateforme pour se battre sur ce terrain-là, entre autres. Eh bien, Manko Wattu Sénégal y est allé et a effectivement défendu son point de vue, qui était de dire, puisque vous vous êtes lancé dans une aventure où les populations sénégalaises sont en train de se bousculer dans des conditions difficiles, pour avoir une carte d'identité, parce qu'on en a besoin dans ce pays, une carte d'identité. Les Wari et autres là, bien, nous vivons de cela.
Et donc... De toutes les façons, le délai a été prorogé jusqu'à la date du 31 mars 2017. Sans doute, ça sera encore prolongé, j'espère. Mais en tout état de cause, nous, notre point de vue, c'était de dire, alors, le fichier de 2014, qu'on a utilisé pour aller aux élections locales, ce fichier-là, s'il est audité, avec une révision exceptionnelle, il peut parfaitement servir de base pour les législatives de 2017. Maintenant, votre aventure, là, vous pouvez la continuer jusqu'en 2018. C'était ça la position de Manko Wattu Sénégal, que nous avons défendue en face du président de la République. Il n'en a pas voulu. Il a dit non, j'ai déjà mis de l'argent là-dessus, donc moi je fonce avec mon affaire. On lui dit d'accord, mais alors les commissions administratives, combien vous allez mettre? Ils disent 500 fin décembre. On lui a dit que ce n'était pas suffisant en faisant les calculs. Ils disent mi-janvier, je vais à 700 commissions administratives. Ensuite, je vais rajouter des commissions itinérantes. Est-ce que les 500 ont été effectives? Alors, je n'ai pas le chiffre exact fin décembre, mais vers la dernière semaine, on était à 408, je crois. Je ne sais pas maintenant si on est allé à 500 à la fin du mois de décembre. Non, demain, enfin, les personnalités de Manko qui s'occupent de ça pourront nous informer. En tout état de cause, on a un accord avec eux pour mettre en place un comité de suivi qui va suivre tout cela pour savoir comment les inscriptions se font. Est-ce que ça se fait normalement? Est-ce qu'il n'y a pas de biais? En tout cas, il y a une rupture dans la délivrance des cartes d'identité. Ah oui? Ceux qui se sont inscrits depuis octobre n'ont pas leur carte d'identité. Bon, mais elles ont gardé leur carte d'identité quand même. Sauf ceux qui ont perdu leur carte d'identité. Mais en réalité, vous gardez votre carte d'identité. Les nouveaux inscrits, je voudrais dire. Ah oui, les nouveaux inscrits, oui. Les nouveaux inscrits n'ont pas encore leur carte d'identité. Oui. Est-ce normal? C'est pas normal. Bon, ça commence à sortir. Hein. J'ai vu des cartes d'identité circuler à l'Assemblée nationale. Bon, probablement, comme tu les connais, eh bien, ils vont commencer par donner à leurs gens l'aristocratie de l'APR et leurs familles, plus leurs amis politiques. Maintenant, nous, le peuple, on se battra pour obtenir nos cartes d'identité. Dans le projet de loi portant code électoral, il est mentionné que les militaires et paramilitaires voteront en même temps que les civils. Cela ne fait-il pas désordre? Non, je pense que c'est une mesure défendue par l'opposition. C'est mieux, d'ailleurs, c'est plus transparent. On peut même avoir des bureaux particuliers, spéciaux dans les centres de vote pour les militaires. Je pense que la suggestion a été faite. Normalement, le ministre devrait accepter ça. Les forces de l'ordre organisent le scrutin, surtout assurent la sécurité des citoyens. C'est ça. Je pense qu'on peut trouver un système où s'ils ont leur propre bureau de vote à l'intérieur des centres de vote, ça va aller plus vite pour eux. Donc, ils pourront, elles pourront, les forces de l'ordre, voter et puis nous protéger. Dans cette lancée, l'opposition a accédé à sa demande de ne plus voir figurer dans la loi portant refonte partielle du fichier électoral la notion de confirmation. Au moins, c'est une bataille gagnée. Oui, nous nous sommes battus pour ça. Le ministre s'était entêté. On lui avait dit que ce n'est pas juste, que c'est humiliant. C'est même anticonstitutionnel du point de vue de notre droit à la carte d'identité, de notre droit à être sur le fichier électoral. Oui. Bon, il s'était entêté et finalement il a accepté. C'est une bonne chose. Oui. Au soir du 31 décembre 2016, pour parapher la presse, Père Noël s'est invité dans les foyers pour être sérieuse. Le président Macky Sall a non seulement fait son bilan, mais aussi il a annoncé une batterie de mesures qui, réalisées, mettront ce pays dans les rampes du développement. Qu'est-ce que vous placez à côté de ces mots merveilleux? Bon, vous parlez du discours du président, c'est un discours de campagne électorale. Bon, il n'y avait rien de nouveau, hein. Dans le fond, c'est toujours la litanie des projets, les routes, les puits, les forages, les moulins, les échangeurs, tout ce qu'il faut pour être génial, comme il dit lui-même, et intelligent, pour, voilà, comme eux, ils sont comme ça, voilà. Il n'y a rien vraiment de nouveau. La baisse de l'électricité, c'était au lieu de 15, bien sûr. C'était dans l'air du temps. Et encore une fois, sur ce point précis, oui. La baisse là, oui. Ça m'a fait sourire. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent de 30 000 francs. Il y a à peu près 1 million de foyers qui sont clients de la Sénélec. Donc, les 30 milliards de Macky Sall qu'il donne à ce million de foyers, c'est à peu près 30 000 francs par an. Donc, c'est rien du tout. Il faut que vous sachiez... 30 000 francs? Oui, 30 000 francs CFA pour 1 million. Pour 1 million... Tout le monde ne paye pas 1 million. Non, pour le million, oui. Il y a 1 million de clients. Voilà. Okay. Donc, si vous ramenez ça à un client de la Sénélec, c'est à peu près 30 000 francs CFA. Et c'est ça qui compte.
C'est ce par an. Bon, par mois, c'est 3 000 francs. Bon, c'est moins que la hausse du prix du riz parfumé, là, qui est passé de 16 000 francs à 20 000 francs CFA. Donc, ce n'est rien du tout. Et ce n'est rien du tout parce qu'en réalité, ce n'est pas sérieux. Si Macky Sall voulait sérieusement baisser le prix de l'électricité, qui est très élevé au Sénégal, qui non seulement c'est élevé pour les ménages, mais c'est également élevé pour les entreprises, ça grève notre compétitivité. À chaque fois qu'il y a eu des analyses sur la compétitivité des entreprises au Sénégal, on a parlé du facteur électricité. Eh bien, il faut savoir que Macky Sall a bénéficié de quelque chose qui lui est... C'est une chance. Oui, bon, c'est une chance aussi pour nous. C'est quand il est arrivé au pouvoir, le prix du baril a chuté, est passé d'un peu plus de $100 à $50. Allez même jusqu'à $40. Voilà. Et donc, ces gains que nous avons eus, avec une fiscalité élevée sur le pétrole, j'avais même posé la question dans ces débats économiques que le Macky a demandé. Il a dit que nous étions des nullards et qu'il veut débattre avec nous des questions économiques. Et bien, donc tous les mardis, je lui pose une question, je fais des commentaires, mais jusqu'à présent, évidemment, personne ne me répond directement. Il y a des petits zinzins qui font des petits articles là qui ne comprennent pas. Mais eux, je considère qu'ils sont en train de capituler. Mais moi, je vais continuer à le faire. Je leur avais dit, mais cette rente, parce que c'est une rente qui vient de cette baisse, comment on la partage au Sénégal? Il faut qu'on en discute. Essentiellement, c'est le gouvernement qui a pris ça. C'est Amadou Ba et son ministère. Oui. À un moment donné, ils ont consenti à une petite baisse sur les prix de l'essence, du diesel, etc. Je pense qu'ils ont dû faire ça une ou deux fois ces 3 ou 4 dernières années. Mais tout le reste est capté par Macky Sall et son gouvernement. Et c'est beaucoup d'argent. C'est plusieurs milliards. C'est peut-être 100 ou 200 ou 300 milliards sur la période. Qu'il restitue 30 milliards aux Sénégalais en année électorale, il n'y a rien d'impressionnant. En fait, si on veut vraiment baisser les prix de l'électricité, il faut que la Sénélec fasse ce qu'on appelle des gains de productivité. C'est-à-dire que la Sénélec elle-même puisse, en dehors de cet aspect conjoncturel, améliorer ses performances de telle sorte que sur la base de ses performances, la Sénélec fait des économies réelles, observées, et accepte donc de donner ses économies, une partie de ses économies à ses clients. Le DG de la Sénélec avait évoqué cette dette que l'État doit peut-être éponger pour que la Sénélec puisse s'en sortir. Surtout les structures. Bon, il a présenté cette année un bénéfice de 2 milliards. Bon, ben, vous savez comment ça se passe. On joue sur les provisions et les amortissements. Il va montrer certainement qu'il est génial lui aussi, comme son grand chef Macky Sall. Mais en tout état de cause, tout cela, c'est conjoncturel et c'est lié à la baisse du prix du pétrole. Oui. Et donc, ce n'est pas un cadeau. En tout cas, si vous le considérez comme tel, faites attention qu'il soit empoisonné. Mais à mon avis, c'est de la mystification, c'est de la poudre aux yeux. Parce que, dans le fond, autour de ça, avec cet argent-là qu'ils ont capté, ils vont se présenter devant les marchés pour emprunter beaucoup d'argent. La dette sénégalaise a explosé. Elle est de plus de 5 000 milliards. En fait, aujourd'hui, chaque famille sénégalaise, il y a à peu près 1 500 000, 530 000, 540 000 familles au Sénégal. Chaque famille sénégalaise paye l'équivalent de 370 000 francs CFA par an de dette. Ah oui? Ah oui, c'est incontestable, c'est leur propre chiffre. Si vous comparez ça à 30 000 francs, bon, c'est peanuts, diraient les enfants. Donc, voyez-vous, ce cadeau de Noël de Macky Sall montre une fois avec quelle légèreté, avec la façon superficielle. Et ce taux de croissance de plus de 6%? Moi, je l'ai demandé un débat sur ça. Pour moi, c'est des taux fictifs. Le seul taux qui est vrai, plus ou moins, c'est celui de 2014, c'est 4,3%. Confirmé par l'ANSD. Encore que, j'aurais appris que le directeur général de l'ANSD fait de la politique à l'APR. C'est un militant apériste? C'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais il ferait mieux de faire attention. Il a prêté serment. Nous, on ne s'amuse pas avec nos statistiques. Il ne faut pas qu'il les manipule pour faire plaisir à Amadou Ba ou à Macky Sall. C'est une affaire sérieuse, extrêmement sérieuse. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la direction de la statistique
avant et de la prévision a été transformée en agence. On leur a donné beaucoup d'argent, des moyens, ils ont recruté beaucoup de cadres. C'est pour les mettre à l'abri des pressions des politiciens manipulateurs et qu'ils puissent faire leur travail de manière scientifique. Ils sont formés pour ça, évidemment. C'est des ingénieurs statisticiens que je respecte, mais il ne faudrait pas qu'ils capitulent devant ces politiciens-là et donc manipulent les chiffres. En 2014, moi je l'ai vu dans un rapport du Fonds monétaire international, ils ont même baissé le niveau nominal du PIB, le niveau réel du PIB. Ce qui fait qu'en 2014, c'était un peu plus bas. Donc, sous cela, à mon avis, c'est du Amadouba pour gonfler le taux de 2015 en disant, ah bien, il est plus élevé en 2015, ainsi de suite. Il faut essayer de démontrer le contraire par rapport au taux de croissance. Alors, évidemment, nous y travaillons. Le fond du problème, pour eux, cette croissance-là, qui pour moi, elle est conjoncturelle de toute façon, parce que ce que le Sénégal produit véritablement comme croissance, c'est 3%. Ça n'a pas changé. C'est comme ça depuis la dévaluation du franc CFA. C'est à peu près notre croissance démographique qui pousse, parce que quand il y a la croissance démographique, ça pousse la croissance, il faut faire des logements, etc. Donc ça c'est la vie. C'est 2,5%. Le reste, il y a quand même des gains de productivité dans le secteur des télécommunications, vous voyez des machines, etc. Ça existe au Sénégal, ça nous fait 3%. En dehors de ça, conjoncturellement, lorsque le prix du baril est favorable au Sénégal, c'est-à-dire bas, ou qu'il pleut bien, eh bien, à partir de ce moment-là, on a vu la croissance monter à 5, 5,5, même 6%. Nous l'avons eu par le passé. Alors, la question de fond est de savoir, est-ce qu'on a transformé l'économie sénégalaise pour qu'elle passe de niveau de 3 à 6? Je dis, c'est faux ce qu'ils disent. Si c'est ça qu'ils veulent dire, ils mentent. Je suis très clair là-dessus. Ce n'est pas possible. Maintenant, si c'est même si on a démarré la mise en œuvre du plan Sénégal. On ne peut pas, parce que ça, c'est la structure même de l'économie qu'il faut transformer pour pouvoir monter à ce niveau-là. Et ça demande des réformes extrêmement sérieuses. Déjà, je vous ai dit, il faut au moins abaisser le coût de l'électricité à un niveau extrêmement pour que l'électricité soit compétitive. Il y a beaucoup de choses à faire. Si on devait parler de ça, ça va me prendre 2 ou 3 heures de temps pour expliquer comment on peut passer d'une croissance structurelle de 3% à une croissance structurelle de 6, 7%, 10%. Et c'est ça qui porte l'émergence. L'émergence, c'est l'industrialisation. Ce n'est pas faire des ponts et des échangeurs. C'est produire des biens manufacturés. Avec le terre, on va décongestionner la capitale Dakar. Non, mais ça, ce n'est pas produire encore. Produire des biens manufacturés qu'on vend sur le marché international. C'est ça être émergent. Vous voyez, vous vous promenez, vous allez à Gibraltar, là, vous avez les produits chinois, c'est des produits industriels. C'est ça qu'on dit émerger. C'est quand le Sénégal sera capable de faire du textile, de l'exporter, ou des chaussures, ou des portables, enfin, des voitures, etc. C'est ça que ça veut dire. Nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là. Et c'est ça qui permet de créer des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Nous n'en sommes pas encore là. Et donc, Macky Sall, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, ces taux de croissance sont conjoncturels. Et pourtant, ils disent qu'on avait des taux de 1% en 2012. Comment? Sous le régime de Maître Wade. Oui, mais parce qu'effectivement, il n'a pas bien plu, il a eu un choc négatif. Ça arrive. Demain, si le baril monte avec Trump à 120, 130 $, ils vont se casser la gueule. C'est clair. Avec le système en cours aujourd'hui. Je reviens sur ces taux de croissance. Le fond du problème, c'est la production agricole. Fin 2015, Amadouba annonce qu'ils ont fait 22% de taux de croissance. Ils maintiennent. Ils disent qu'ils ont des productions records de riz, des productions records d'arachide. Conteste ces chiffres-là. Et moi, en tout cas, je dis, je ne vois pas ces chiffres dans les importations de riz. Parce que c'est ça l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, en riz en tout cas, c'est quand on va importer pratiquement presque zéro tonnes de riz, ou en tout cas de manière marginale, on passerait de 100 millions à 100 000 tonnes. En définitive, à quoi nous servent ces chiffres? En réalité, non. Ces chiffres sont utiles pour eux. Parce qu'ils trompent les marchés. Ils peuvent alors aller emprunter sur les marchés. C'est ça que ça veut dire. Ah, bien entendu. D'abord, oui, c'est comme ça qu'ils peuvent emprunter et faire les projets qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils empruntent massivement sur les marchés. Et donc, si tu annonces un taux de croissance, les investisseurs se disent,
voilà, je suis sur ce train-là, donc je peux parier sur le Sénégal, j'achète les bons du Trésor, j'achète les obligations, j'achète les soukouks, etc. Et donc, on entretient une spirale d'endettement et c'est ça le régime de Macky Sall. Et avec ça, bon, il fait son échangeur génial, dans les villages, dans le Fouta, etc. Et il va impressionner les populations sénégalaises à court terme. Il prolonge l'autoroute à péage jusqu'à Dias. Oui, il prolonge jusqu'à Signan, ce n'est pas encore Hambourg. Et finalement, pour lui, le jackpot, parce qu'évidemment, vous savez, cette élite-là, elle est heureuse lorsqu'elle visite Paris, ou quelques musées, où il peut apprendre quelques cultures, eh bien, c'est d'aller offrir à Alstom le TER, pratiquement 1 milliard d'euros, 600 milliards de francs CFA. Oui. Auparavant, qu'on avait offert à des Chinois pour faire l'autoroute Ila-Touba. C'est presque 1000 milliards. C'est ça les projets de Macky Sall. Et c'est un endettement extrêmement lourd. Le TER, au moins, si tu donnes à Alstom, qui était en train de tomber, s'il avait dit même Alstom va délocaliser ici au Sénégal une partie de ses activités, on va revigorer les chemins de fer où il y a des ouvriers extrêmement intelligents à Thiès. On va leur permettre de fabriquer des locomotives ou j'en sais pas, ou des systèmes. Rien. On aurait peut-être dit effectivement il y a un transfert de technologie. Il y a un début d'industrialisation qui peut se faire. Si on emprunte pour ça, on pourrait fermer les yeux. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Monsieur est content parce qu'il marche sur un tapis rouge, sans sa femme. Eh bien, franchement, je trouve ça extrêmement décevant. Son discours de fin d'année montrait également beaucoup d'inquiétude. Quand on regarde le visage du président, il sent qu'il est abandonné par les populations. Et il se dit, je dois faire un gros effort pour arriver encore à les impressionner parce qu'il a échoué. Au final, est-ce qu'il a impressionné? Je ne crois pas. Vous savez pourquoi il a échoué? Oui. Comme Hollande. Mais Hollande est plus courageux. J'espère qu'en allant là-bas, il a appris du courage de Hollande. Hollande a dit, moi, si je n'inverse pas la courbe du chômage, je ne me présente pas. Macky Sall nous a dit, je fais 75 000 emplois par an. 500 000, 100 000 emplois même. Non, après, quand on les a titillés, je crois que c'est Mbaïnian qui a dit ça, c'était 5 000. Oui. Donc, bon, à la limite, on peut considérer que c'est 75 000 par an. Même ça, ils ne sont pas capables de faire ça. Macky Sall est incapable de nous dire aujourd'hui combien de familles sénégalaises sont sorties de la pauvreté. Est-ce que ces bourses familiales servent à sortir de la pauvreté ou de l'extrême pauvreté, ces familles sénégalaises qui vivent avec moins de 5 000 francs CFA par jour? C'est ça la véritable mesure de la gouvernance de Macky Sall, économique et sociale. Oui. Et de ce point de vue-là, c'est un échec total. Il a échoué. Et je leur avais dit ça, que vous n'êtes pas capable de faire ça. Parce donc on pense qu'on a eu affaire à un show plutôt qu'avec un discours rationnel et clairvoyant. Est-ce votre avis? Bon, vous savez, ça, le show, bon, moi je ne suis pas du show business. Peut-être c'est ça son cas. Mais en tout cas, moi, ce que moi j'ai ressenti, c'est d'abord, comme j'ai dit, cette litanie de projets où beaucoup de mystification. Le président Macky, vous voyez, il arbore le style des Coréens du Nord, là, avec ces grandes photos, ce matraquage médiatique, cette propagande. Et il a soumis la RTS, qui est devenue une station brejnevienne. Eh bien, et donc, il s'est dit, je vais faire la propagande et j'y vais à fond. Mais dans le fond, il était inquiet. Il est inquiet parce qu'il sait que les populations l'ont lâché. Il sait qu'il a échoué. Il avait promis une économie qui va créer de l'emploi. Il avait promis de sortir des familles de l'extrême pauvreté. Parce que lui-même aurait connu la pauvreté, dit-il. J'en doute d'ailleurs. Alors, donc, voilà un monsieur à qui on a tout donné et qui a échoué. Et vous voyez, même son cadeau, c'est de l'injustice. Parce que dans le fond, il y a 1 500 000 familles sénégalaises. Il s'occupe de 1 million. Et les 500 000 autres familles qui ne sont pas dans le réseau de la Sénélec. Ces familles-là, qui doivent payer ou qui n'ont pas d'électricité ou qui se chauffent aux choses. Qu'est-ce qu'on fait pour ces familles? Voilà comment Macky Sall répare les injustices et c'est proprement triste. Mamadou Lamine Diallo, vous êtes maintenant le coordonnateur de la coalition Manko Wattu Sénégal. Votre baptême de feu à Paris, apparemment, n'a pas été une réussite au vu de la faible mobilisation de vos troupes. Cela ne freine-t-il pas votre envol?
Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que ce qui est fondamental, c'est notre détermination. Et nous sommes déterminés à nous battre pour notre plateforme. Oui. C'est de la démocratie et de la gouvernance. À Paris, dans des conditions extrêmement difficiles, nos camarades de Paris voulaient qu'on marche. C'était même prévu comme ça. Puis à la dernière minute, avec l'attentat qu'il y a eu en Allemagne, les autorités françaises nous ont demandé de ne pas marcher et de rester à la place de la République. Oui. Et donc, nous sommes restés à la place de la République. Et nous sommes restés là-bas longtemps. Il faisait extrêmement froid, il y avait beaucoup de femmes. Nous avons manifesté là-bas notre désaccord sur la gouvernance de Macky Sall. Nous avons dénoncé la gouvernance de Macky Sall. Nous avons dénoncé la confiscation de notre gaz naturel par Timis Corporation, cette nébuleuse-là. Nous avons autour de poupées russes, de sociétés en poupées russes qui sont domiciliées dans les paradis fiscaux. C'est ce travail-là qui devait être fait à Paris et il a été fait. Les membres de Manko de Paris étaient extrêmement mobilisés et déterminés. Et j'en profite même pour saluer nos amis de Waoundé qui sont venus là-bas manifester également, nous rappeler qu'effectivement, ils avaient besoin de la route pour aller jusqu'à Waoundé quand on va faire le trajet Tambacounda-Kidira-Bakel. Donc moi, je crois que c'était un grand moment. C'était un moment important. Même si la mobilisation n'a pas été... Non, on n'a pas cherché à mobiliser. C'est Macky Sall qui a donné, je pense, 20 ou 30 euros des sandwichs et de la limonade à nos compatriotes pour aller l'accueillir. Nous avons voulu marquer un jour de travail. Il faisait extrêmement froid et il y avait dans un climat extrêmement difficile en France où règne... il y a ce climat-là, comme vous savez, avec les actes terroristes. Et Manko a démontré sa force et sa détermination. Si nous voulions mobiliser des centaines et des milliers de Sénégalais, nous l'aurions fait. Nous avons les moyens de le faire à Paris. Mais ici, dans les conditions dans lesquelles nous travaillons, je pense que c'est une grande réussite. Et la conférence des leaders de Manko Wattu Sénégal a félicité nos camarades de Paris, a félicité également nous autres qui nous sommes rendus là-bas, Déthié Fall et moi-même, pour les soutenir, pour les encourager, pour les aider après à se battre auprès des commissions administratives pour l'inscription des Sénégalais de France. Oui, au Sénégal, cette coalition, Manko Wattu Sénégal, est talonnée de près par des dissidents regroupés autour du front des Garmi. Aura-t-elle sa force de frappe pour faire mal? Ils sont combien ces dissidents? Combien de bataillons? Nombre de 3. Combien de bataillons? Bon. Nos braves amis, je sais d'ailleurs jusqu'à présent pourquoi ils sont partis. Bon, c'est peut-être qu'ils sont des garmis. Je sais pas, bon, ça c'est autre chose. Moi, je ne fais pas de commentaire en réalité sur ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne sont peut-être pas d'accord avec une démarche qui a eu lieu autour de l'audience avec le président. Tout le monde ne pouvait pas s'y rendre. Gakou a pris ses responsabilités et a confectionné sa délégation. Je suis tout à fait d'accord. À sa place, j'aurais fait la même chose. Maintenant, nous avons un code de conduite que tout le monde a signé, y compris eux-mêmes. Et donc, s'ils ne respectent pas le code de conduite, on leur applique, c'est tout. Maintenant, Manko continue. Nous avons le mercredi 4 janvier un séminaire de bilan et de perspective et qui va définir dans les prochains mois les actions à mener sur le terrain des libertés, de la démocratie et de la gouvernance. Donc, Manko vit. Et Manko se développe, je ne sais pas jusqu'où, mais en tout cas, Manko vit. Oui, récemment, on vous a entendu dire que Macky Sall nous coûte 40 millions par jour. Sur quoi vous vous êtes fondé pour faire ce calcul? Sur le propre chiffre. Il n'ose pas me contester. Si ce que je dis est faux, vous savez très bien qu'il se serait réveillé un beau matin avec toute la presse qu'il contrôle, la presse brejnevienne, pour ne pas la citer, la RTS, ils vont se mettre à me matraquer. C'est leur propre chiffre, ils n'ont qu'à faire le calcul, ils ne peuvent pas me contredire. Moi, ce que je dis, je travaille sérieusement. Vous savez, moi j'ai été formé par Daniel Kabou dans l'administration. C'est Daniel Kabou qui a fait ma formation administrative et technique. Daniel Kabou, si vous avez lu les mémoires de Abdou Diouf, il le cite à plusieurs reprises. Si Abdou Diouf avait écrit que Daniel Kabou est le meilleur d'entre nous, comme Chirac avait dit pour Juppé, personne ne l'aurait contesté. Deuxièmement, ma formation psychologique a été achevée par le vieux Mamadou Dia, avec qui j'ai sur une longue période.
Je ne fais pas de la politique pour m'amuser. Je ne fais pas de la politique pour mon ego personnel. Oui. À la limite, je peux dire je fais de la politique pour la gloire. Parce qu'à l'école polytechnique où j'ai été formé, c'est les sciences, la patrie et la gloire. Et nous y croyons. Oui. Voilà. Et donc quand je dis quelque chose, j'y ai travaillé. Et je ne suis pas seul. Nous avons une équipe de gens à Teki, à Dakar, en France et aux États-Unis qui travaillent sur ces dossiers-là. Ces chiffres-là, ce sont leurs chiffres sur l'endettement des familles qu'on paye tous les ans. C'est leurs propres chiffres. Ils n'osent pas le contester. J'ai demandé un débat public avec le Premier ministre. Il a capitulé. Alors, Amadou Ba, n'en parlons pas. Alors, voilà la situation. Donc, ils arrêtent d'envoyer des lampions là pour raconter n'importe quoi. Eh bien, ces chiffres-là, c'est vrai, ils nous coûtent 40 millions par jour. Pour faire quoi? Voyager? Faire des visites d'État inutiles en France? Pour faire quoi? Aller présenter des condoléances? Le président de la République n'est pas élu pour présenter des condoléances. Ce n'est pas sérieux. Et le reste du temps, il est là pour déstabiliser et casser de l'opposant. Voilà le travail de Macky Sall. Vous pensez que c'est comme ça que le Sénégal va devenir émergent? Ces protocoles, le président Macky l'ont hérité du président Wade. Aller présenter les condoléances, aller à des baptêmes, à des cérémonies familiales. Moi, je considère que ce n'est pas le travail du président de la République. En tout cas, s'il le fait, il le fait discrètement. Puisque je ne vois pas pourquoi il présenterait des condoléances à Dakar, il ne le ferait pas à ma grand-mère à Goudon. Au nom de quoi? C'est le président. On me dit non, d'être Koko Digalel. Mais il est en tant que président, il ne peut pas le dire puisqu'il est président de la République. C'est l'institution, la première institution de ce pays. C'est lui qui nous représente. C'est d'ailleurs lui qui nous humilie avec ses wahwahet. Et donc, je considère que ça, ce n'est pas du travail. Oui. C'est du travail politicien. Quand il a fini de faire ça, comme je vous dis, il se réfléchit comment déstabiliser l'opposition. Voilà, et donc, comme ça. Des Manko Garmi, comment il va déstabiliser Abdoulaye Baldé, comment il va déstabiliser Pape Diop, comment il va déstabiliser le PDS, comment il va déstabiliser Teki. Mais ça ne fait pas avancer le Sénégal parce qu'il n'est pas payé pour ça. Oui, avec vous, la réplique ne s'est pas faite attendre avec El Malisek qui nous a révélé que vous aviez offert un permis d'exploitation de l'or à votre épouse dans les années 90 étant conseiller technique à la primature. Oui, mais bon, moi ça m'a fait sourire parce que je pense que El Malik, s'il était un journaliste, maintenant, comme il n'a rien dit, il ne m'a pas interrogé, moi j'attends. Bon, il y a des députés à l'Assemblée nationale qui soulèvent ça à chaque fois que je parle d'Alun Sall, qui est impliqué dans le dossier de Petrotim. Oui. Et donc, j'attends que des politiques... Votre version des faits? J'attends que des politiques, parce qu'en réalité, ce sont des menteurs. Abdou Diouf, c'est le président de la République. Dans les années 90, le permis d'exploitation ou la concession, comme dit El Malik, c'est par décret du président, c'est pas moi. Le permis de recherche, c'est le président de la République qui fait un décret, contresigné par le Premier ministre. Je ne l'ai pas été. Je n'ai même pas été président du Conseil général des mines. C'est des menteurs, ces gens-là. Ce sont des menteurs, ils ne sont pas sérieux. La société IMC dont il parle, ils n'ont qu'à regarder dans le rapport de ITIE. Moi, ça ne m'appartient pas. Ça n'appartient à aucune personne de ma famille. Et enfin, si Macky Sall trouve une société... Ça n'appartient pas à votre épouse, comme il est écrit? C'est pas vrai, c'est faux, c'est des mensonges. Moi, j'attendais, je pensais qu'un politique courageux de l'APR serait sorti pour le dire. À ce moment-là, je l'aurais fusillé. J'attendais ça. Bon, malheureusement pour eux, vous les avez aidés en posant la question. Oui. Mais, encore une fois, cette société, IMC, elle existe. C'est dans le rapport ITIE, ils n'ont qu'à aller regarder dans les... En tout cas, moi, ça ne m'appartient pas, ça n'appartient pas à mon épouse. Oui. Et je répète, si Macky Sall trouve une société qui m'appartient ou à ma famille dans le domaine de l'or, il n'a qu'à prendre ça et rendre ça aux Sénégalais. Comme je lui demande de rendre les 30% de Timis Corporation au peuple sénégalais. Oui. Voilà. À propos, l'affaire Petrotim, on en reparle avec Manko qui a traduit Franck Timis devant la justice américaine. Espérez-vous obtenir quelque chose? Ah, les Américains, c'est sérieux, hein? C'est pas de la rigolade. Hein? Et, je pense que le président Macky a tort de ne pas répondre aux 8 questions que Manko Watou Sénégal lui a posées. Il a tort. Oui.
Et donc, je crois que cette affaire-là, bon, nous lui avons dit, avant de mener les actions en justice, voilà ce qu'on attend de vous. On lui a même écrit une lettre, il n'a jamais répondu. Et voilà que Franck Timis il vous a reçu. Il nous a reçus, mais il a dit c'est sur le fichier électoral. Il ne nous a pas reçus pour parler de Petrotim et de la nébuleuse Tibis Corporation. Pour ça, il a répondu peut-être en disant que son frère n'avait rien fait. Et que c'est injuste quand même. Mais, qu'est-ce qui est injuste? Le fait d'indexer Aliou Sall dans cette histoire. Mais Aliou Sall avait un mandat le 23 mai 2012. Le 23 mai 2012. Macky Sall, Aliou Sall a un mandat de Petrotim pour créer Petrotim SA. Et c'est comme ça qu'en juin 2012, il signe le décret qui approuve le contrat de recherche avec Petrotim. Oui. Peu après, ils ont créé PetroAsia. Et tout cela, Abdoul Mbaye l'a dit, il dit, on m'a fait moi-même contresigner des choses fausses. Parce que PetroAsia, on a mis dans le décret que PetroAsia avait les capacités financières et techniques de faire la recherche. Et c'est faux. PetroAsia a été créé au mois de 2012. Voilà la situation en 2012. Où on a donné donc les blocs de Kayar et de Saint-Louis. Et on demande à Macky Sall pourquoi vous avez fait ça. Ce n'est pas terminé. En 2013, le gouvernement revient pour prolonger en disant « Ah, ces gens avaient promis évidemment d'investir quelques 100 millions de dollars. Ils n'ont dépensé que 4 millions de dollars, mais on prolonge quand même. » Il y a un problème. Et en 2013, que Petrotim prend 90%, donne ça, ils disent qu'ils ont donné, donc je prends leur expression, à Timis Corporation qui donne 60% à Cosmos. Et on dit à Macky Sall et à son gouvernement, pourquoi avez-vous renoncé au droit de préemption? Est-ce qu'il n'y a pas eu des paiements? Est-ce que ces paiements doivent pas être fiscalisés? Il ne répond pas à tout ça. Et voilà la situation. Et au finish, Timis Corporation n'a rien dépensé. En tout cas, Franck Timis, si ce qu'il dit est vrai dans les journaux sénégalais, il dit que j'ai $. Il se retrouve avec 30% de notre gaz. 30% de notre gaz naturel, que nous avons valorisé à plus de 600 milliards de francs CFA. S'ils ont une autre valorisation, qu'ils le disent. Hein? S'ils ont une autre valorisation, eh bien, en tout cas, dans tous les cas, c'est 135 milliards de mètres cubes de gaz. Ça, c'est un fait. C'est démontré. Ce n'est pas fictif. La preuve, BP est rentré dans le dossier aujourd'hui. Et nous demandons à Macky Sall de rendre ces 30% qui appartiennent à Timis Corporation. Parce que ces gens n'ont rien fait pour les mériter. Petrosen, qui représente le Sénégal, n'a que 10%. S'il ne veut pas donner ça à Petrosen, qu'il donne ça au Fonds 6. On lui a même suggéré des pistes. Mais comme seule réponse, il dit j'invente le COS-Gaz, là, où il met son copain Ousmane Ndiaye à la tête, et un genou, et il pense qu'il va impressionner comme ça le peuple sénégalais. Ce qu'on lui demande, c'est de nous rendre nos 30%. Mais les 10%, au lieu d'envoyer des gens dénigrer Mamadou Lamine Diallo, là, sur des... Oui, mais les 10% clause du code minier et pétrolier. Oui, c'est ce qu'on nous a imposé. On nous dit, vous, les Africains, vous n'avez ni capacité financière et technique. Vous, Africains, vous n'avez pas d'argent, donc vous vous contentez de 10% de vos ressources naturelles. C'est ça qui est dans les codes pétroliers un peu partout en Afrique de l'Ouest. Oui. Peut-être pas au Nigeria. Bon, on découvre maintenant, les faits, que des gens sortis de nulle part peuvent se retrouver avec 30%. Pour moi, c'est l'occasion historique. Et là, je m'adresse aux Sénégalais patriotes qui sont dans l'administration, en leur disant, si nous avons une occasion historique de faire bouger les choses, parce qu'on sait maintenant, en quoi faisant, pour découvrir du pétrole et du gaz dans nos pays, nous n'avons pas besoin de nous contenter de 10% d'actions gratuites. On peut aller plus loin, on peut aller à 30%, on peut aller à 40%, puisque des gens qui n'ont rien fait peuvent se retrouver avec 30%, et que les grandes compagnies étrangères, les grands pays industrialisés l'acceptent. C'est l'occasion de renégocier tout cela. C'est une occasion en or aujourd'hui que nous avons dans cette affaire-là. Hein? Nous avons une opportunité de faire bouger les lignes. Ouais. C'est ça qui doit être le travail aujourd'hui
de Macky Sall et de son gouvernement, après nous avoir rendu nos 30%. Oui. Et moi, je m'efforce de le faire dans le réseau pour la bonne gouvernance des ressources naturelles que je préside ici au Sénégal et le réseau pour l'Afrique de l'Ouest. Nous allons nous battre avec les députés des autres pays pour faire bouger les lignes. Pourquoi cette commission en charge de la gestion du pétrole, intégrer qui? mise sur pied par le président Macky Sall, intégrer cette commission? Qui va l'intégrer? Vous? Mamadou Lamine Diallo? Mais enfin, Pour cette affaire-là, Macky a dit que ce sont ces institutions qu'il a embrigadées, l'Assemblée nationale, le Conseil économique social. Il a mis au pas tout le monde. Ce sont ces gens-là qui vont siéger dans une sorte d'assemblée. Voilà, tout cela est bien cadré. Parce qu'en fait, le modèle de Macky Sall, on le devine bien. C'est un modèle où c'est une famille qui gère le pétrole avec leur banque. Hein, là-bas, c'est la BGFI. Ici, ça peut s'appeler demain la Banque de Dakar. Mais le Sénégal, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas le Gabon. Il faut qu'il le sache. Nous allons l'arrêter. Dans ce pays-là, il n'y aura pas de dynastie pour diriger le Sénégal. Il n'y aura pas une appropriation du pétrole et du gaz par une famille. Ça, il faut qu'il le sache. Nous allons l'arrêter. Et Manko Wattu Sénégal se bat pour ça. Oui. À l'OFNAC, on note l'arrivée de 3 nouveaux membres, tous partis à la retraite. Décrypter comme message à ce niveau. Partis à la retraite, vous voulez dire? Oui, ils sont maintenant au nombre de 12, les membres de l'OFNAC, mais les 3 nouveaux venus, sont tous partis à la retraite. Ah oui, les nouvelles nominations? Oui. Bon, vous savez, en tout cas, nous avons déposé une plainte auprès de l'OFNAC dans l'affaire, comme nous avons dit, nos avocats l'ont dit, oui. Pour cette affaire du gaz et du pétrole. On va voir jusqu'où l'OFNAC va partir, jusqu'où l'OFNAC va travailler. Et donc, mais au moment où il y a l'emploi des jeunes qui posent problème, pourquoi toujours intégrer des gens partis à la retraite? Pourquoi ne pas faire confiance à cette jeunesse? Bon, la jeunesse a tourné le dos à Macky Sall. Il a peur de la jeunesse. Ce n'est pas pour rien qu'il a prolongé l'âge à la retraite des quelques magistrats qu'il compte tenir pour leur faire faire ce qu'il veut. Il a embrigadé la justice. Il a utilisé la CREI à des fins politiciennes. C'est visible. C'est sa conception du pouvoir. Je fais ce que je veux. Hein? La justice doit être à mes ordres. L'Assemblée nationale à mes ordres. L'APR même est à ses ordres. Personne ne bouge dans l'APR. Aucune contestation. C'est normal, c'est lui le président. Ce n'est pas normal, parce qu'on est censé être des démocrates. On est censé favoriser la liberté d'expression. On est censé favoriser la liberté de penser. On est censé favoriser la liberté de création. C'est ça qui fait avancer un pays. C'est ça qui développe son capital social, c'est-à-dire les institutions et les règles qui sont fondamentales pour pouvoir construire quoi que ce soit une économie ou protéger l'environnement. Et cela, malheureusement, Macky Sall ne le comprend pas, et malgré tous les efforts que nous faisons pour expliquer ça aux populations sénégalaises. En tout cas, entre Dakar et Tel Aviv, le courant ne passe plus. Est-ce que vous adhérez à peut-être une possibilité de rupture des relations diplomatiques entre le Sénégal et Israël? Bon, ce serait dommage, parce qu'on a toujours eu des relations diplomatiques avec Israël. Les Sénégalais aiment bien visiter la mosquée de Jérusalem. Maintenant, voilà, le Sénégal a toujours animé, autant que je sache, le comité des Nations Unies sur la Palestine, a toujours présidé ce comité. Nous avons toujours défendu la Palestine, le droit à un État de la Palestine. Il y a une représentation diplomatique ici, etc. Quand on était jeune, Yasser Arafat est venu ici plusieurs fois. Bon, cette position du Sénégal, je pense, elle est largement partagée par la classe politique. Et les Nations Unies, l'événement, c'est plus les États-Unis qui n'ont pas opposé cette fois-ci un droit de veto. Et donc, maintenant, Israël se fâche contre nous. Moi, je pense que tout sera rétabli rapidement. Je ne pense pas qu'Israël même ait intérêt à envenimer ses relations avec le Sénégal. Oui. Au même moment, pour le plaisir de Recep Tayyip Erdogan, l'État du Sénégal confie la gestion des écoles Yavuz Selim à Marif. Quelle est votre appréciation? Bon, dans cette affaire-là, bon, c'est vrai que le Sénégal, avec son endettement massif auprès non seulement des partenaires traditionnels, mais maintenant il y a la Chine, il y a la Turquie. La Turquie a financé son éléphant blanc, là, le centre qu'il a osé nommer Abdou Diouf. Bon, Abdou Diouf a accepté. Bon, donc c'est les Turcs qui ont financé ça. Et je crois que c'est les Turcs qui sont en train de finaliser l'aéroport.
Et par conséquent, voilà. Et je trouve que le Sénégal n'aurait pas dû accepter, malgré aujourd'hui les relations financières importantes avec la Turquie, de reculer sur ce terrain-là. Ces écoles Yao Selim, je pense, sont appréciées de tous. Oui. Ces écoles Yao Selim, en tout cas, ce sont des écoles d'excellence. Oui. Et donc, il n'y a pas de raison de vouloir pénaliser nos enfants. Et le gouvernement aurait dû être ferme sur cette affaire-là. Et donc, je pense que c'est injuste de pénaliser les enfants et de vouloir sanctionner ceux qui administrent donc ces partisans de Gülen là qui administrent cette école là, parce que même si le président turc a des problèmes avec son ancien ami, c'est pas une raison d'amener ici au Sénégal ce combat là. Encore une fois, je crois que le gouvernement a tout faux, qui devrait revenir en arrière et laisser cette école être gérée, parce que jusqu'à présent, en tout cas, c'est une école qui a donné pleinement satisfaction, je crois, également plutôt aux autorités sénégalaises chargées de gérer l'éducation. Oui. Dernière question, en Gambie, le compte à rebours est lancé contre Yaya Jammeh. La solution militaire plutôt, devra-t-elle passer par le Sénégal? Bon, moi j'ai parlé ce matin avec M. Dabo, qui était le dirigeant du parti victorieux et qui vient de sortir de prison. Nous l'avons encouragé et soutenu. Nous sommes derrière le peuple. Et donc, dans cette affaire-là, c'est Adama Barrow, le président élu, choisi par le peuple gambien, qui a droit à la démocratie comme au Sénégal. C'est le même peuple. Il n'y a pas de raison que vraiment la démocratie en Gambie soit en retrait par rapport à celle du Sénégal. Et donc, moi je crois qu'il faut continuer les pressions et en tout état de cause, on ne peut pas reculer. Il faudra installer le 19 janvier, je crois, Adama Barrow. De quelle manière? Et bon, ça c'est Macky Sall le génial qui doit trouver la solution. C'est lui qui est payé 40 millions par jour pour ça. Il se rendra moins dans des familles pour présenter des condoléances et il pourra peut-être réfléchir et travailler avec ses équipes, avec notre armée de patriotes et de professionnels, avec notre système de renseignement, nos services de renseignement, notre police, notre gendarmerie. Où là, ce sont les vrais patriotes qui y sont. Il y en a beaucoup moins dans la classe politique. Et je crois qu'on devra trouver les solutions qu'il faut. La Gambie, c'est un État souverain. Oui, c'est un État souverain. Très clairement, mais nous avons aujourd'hui des conventions que nous avons signées au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Union africaine. Et en tout état de cause, dans cette affaire-là, le peuple gambien a droit à la démocratie. Et Yaya Jammeh a accepté les résultats. Il a félicité Adama Barrow. Maintenant, si après il s'est souvenu que Macky Sall avait fait un war-wahed et que lui, en le faisant, il va s'en tirer, et moi je crois qu'il se trompe, il ne va pas s'en tirer, comme Macky Sall d'ailleurs lui-même ne va pas s'en tirer, parce qu'il fera un mandat. Mamadou Lamine Diallo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, le président du parti Tekki et coordonnateur de la coalition Manko Wattu Sénégal, et vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Tidiane Ndiaye, Oustaz Hassan Diouf, Ousseynou Sall. Merci à nos auditeurs encore une fois. Excellente semaine à toutes et à tous et bonne et heureuse année 2017.